Dans l'actualité ce soir, 2 projets de développement pour améliorer la vie des populations dans l'Est et la boucle de Mohun. Ils vont concerner l'amélioration et la sécurisation de la production agricole, mais aussi l'appui au développement des collectivités territoriales. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui va mettre la main à la poche pour une enveloppe de 35 milliards de francs CFA. Les 2 projets couvriront 50 communes dans les régions de l'Est et de la boucle de Mohun. Comment vont-ils être exécutés? La réponse à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, une interrogation: comment le salarié musulman peut-il concilier le jeûne de Ramadan avec sa pratique professionnelle? Si l'on sait que le jeûne n'est pas sans conséquences sur sa santé, dans ce cas, comment arriver à pouvoir booster la productivité? En un mot, quelles sont les mesures adéquates que le salarié musulman peut-il prendre pour conjuguer l'exercice d'une activité professionnelle avec la pratique du jeûne? Nos conseils pratiques à découvrir dans cette édition. Et dans cette édition, le parcours de ce Burkinabé qui a réussi dans les affaires au Congo. Parti de rien, Lassina Ouattara est aujourd'hui un homme d'affaires prospère au pays de Marianne Gwabi. Il exerce entre autres dans le domaine du bâtiment, la quincaillerie, l'industrie légère, le consulting et le transport. Son portrait à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, dans la fenêtre retour à l'écran, un vétéran de la télévision, ancien présentateur du journal télévisé à la TNB. Nous serons en fin de journal en compagnie avec Yacouba Traoré qui signe son retour à la faveur des journées portes ouvertes de la télé qui s'achève ce soir même par un grand concert dans la cour de la télévision. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, tapis rouge ce samedi à Ouagadougou pour le président du Conseil national de la Confédération suisse. Andrea Abi, à la tête d'une délégation, est arrivé cet après-midi même du dimanche 18 avril dans la capitale burkinabé. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les parlementaires burkinabés et suisses. Nyarkiteda. Il est 13h31 lorsque Swiss Air Force atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec à son bord le président du Conseil de la Confédération helvétique. Au pied de l'avion, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, pour accueillir son homologue. Le tapis rouge est alors déroulé pour les 2 personnalités. Le président Sakandé et Andreas Aebi s'entretiennent ensuite au salon d'honneur pour parler coopération entre les 2 pays. Une coopération vieille de plusieurs décennies. Le but de notre visite, c'est notre collaboration. La Suisse est depuis longtemps ici au Burkina Faso. Alors, on a des projets ici, différents projets. Et puis, on a décidé chez nous qu'on prolonger 5 ans de plus avec 150 millions de francs suisses. Ces différents projets. Le président du Conseil de la Confédération helvétique séjourne au Burkina jusqu'au mercredi prochain. Un séjour marqué par des visites terrain pour voir les réalisations suisses au Burkina, des audiences et des séances de travail. Déjà ce lundi matin, Andreas Aebi s'adresse à la représentation nationale. Développement à présent, l'Agence française de développement va financer des projets d'un montant de 35 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole, mais aussi d'un projet d'appui au développement des collectivités territoriales. Ces projets seront exécutés dans les régions de l'Est et de la boucle de Mohun. La signature de convention est intervenue avec le gouvernement burkinabé ce 16 avril et c'était en présence de Lassina Ouattara et de Marguerite Douagneau. Par cette signature de convention, l'Agence française de développement renouvelle son appui au gouvernement burkinabé dans les domaines de l'agriculture et de la décentralisation. Plus de 35 milliards de francs CFA que l'AFD met à la disposition de l'État pour accompagner le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole et le projet d'appui au développement des collectivités territoriales. Il s'agit dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte d'insécurité de certaines zones et un contexte aussi de défi face aux questions du climat, lesquels appellent davantage de résilience des populations. Il s'agit de renforcer cette résilience pour créer les conditions d'une plus grande sécurisation des populations à la base. Et dans 2 régions en particulier, la région de l'Est et la région de la boucle du Mohun.
Les deux projets objets de la présente convention ont pour point commun la mise en œuvre sur le terrain d'une approche territoriale intégrée. D'une manière plus générale, ce sont des projets qui sont destinés à aller vers les populations rurales, qui sont quand même plus de 60% de la population encore au Burkina Faso, vers ces zones rurales qui sont impactées à la fois par les crises sécuritaires, les crises climatiques, les problèmes fonciers, une certaine faiblesse des collectivités territoriales ou des acteurs locaux. Et donc on voudrait aider, contribuer aux efforts mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du programme d'urgence Sahel élargi, pour ces régions qui sont effectivement quelquefois en difficulté. Vous savez comme moi qu'on approche de la période de soudure, qu'il y a des difficultés de crise alimentaire, tout simplement, nutritionnelle, d'accès aux aliments ou aux intrants pour le bétail. Les nouveaux financements de l'AFD sont sous forme de prêts et de subventions. C'est ce soir que se referment les premières journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Mais avant hier, dans la soirée, la direction de la chaîne s'est voulue reconnaissante à l'égard de ceux qui soutiennent au quotidien la chaîne. La RTB a donc organisé une soirée pour saluer leur fidélité. Sekou Zongo. La télévision du Burkina déroule le tapis d'honneur à ses partenaires. Une nuit pour reconnaître l'accompagnement de personnes physiques et morales. Une nuit d'invite à rester aux côtés de la chaîne nationale. Une nuit pour rappeler que la RTB reste le groupe média leader et le plus accessible à tous. Nous avons la chance et le bonheur d'avoir ces partenaires-là qui nous font confiance, qui nous accompagnent à travers le sponsoring de certaines émissions. Il était important pour nous de marquer une pause pour leur témoigner notre infinie gratitude pour leur accompagnement. Et ceux qui nous suivent, les chefs d'entreprise qui nous suivent, venez nous accompagner pour qu'on puisse ensemble faire le bonheur des téléspectateurs. Du point de vue couverture du territoire, nous couvrons 98% du territoire avec la télévision. Nous avons un autre avantage, celui des radios et des télévisions de proximité. Nous avons 4 chaînes de télévision au niveau donc régional, ce qui fait véritablement que les partenaires qui viennent nous voir peuvent être sûrs que les messages qui sont diffusés sur l'ensemble du réseau de la RTB portent. Nous avons également des tarifs étudiés. Cette soirée d'hommage aux partenaires de la RTB est riche en couleurs. Prestations d'artistes musiciens et humoristes et le Graal de la soirée remis ici aux infatigables partenaires. Une initiative noble qui, au-delà du symbole, est une consécration pour les distinguer. Les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi. Dieu seul sait ce qui est dans mon cœur là. On dirait que je vais mettre mes deux mains là sur la tête, crier RTB, RTB, RTB. Vous voyez comment ça fait? C'est un sentiment de joie pour l'ensemble du personnel parce que c'est derrière une équipe que cette reconnaissance s'adosse. Vraiment, je suis très content d'être retenu cette nuit. Je dis à tout le monde d'être fidèle à la RTB. Parce que ce sont vraiment des informations justes qu'elle donne. Cette nuit dédiée aux partenaires entre dans le cadre des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Des journées qui connaîtront ce dimanche, ici même dans la cour de la télévision, un concert géant avec la crème de la musique burkinabé. Et toujours dans le cadre de ces journées portes ouvertes de la télévision du Burkina, dans l'après-midi d'hier, le comité d'organisation a servi un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic aux étudiants de l'ISTIC, de l'ISDD, mais aussi de l'École nationale de police et des travailleurs de la RTB, afin de leur donner plus de tonus pour la suite des activités. Gérard Sommet, Alain Didier Compaoré. Se rapprocher davantage de la population à travers le sport. C'est l'une des trouvailles de la télévision nationale du Burkina à l'occasion de ces journées portes ouvertes de 72 heures. En apéritif, un cross d'un circuit de 3 km. Parti de la maison de la télévision, les participants conduits par les rollers prennent l'avenue de l'Indépendance, puis l'avenue Sangoulé Lamizana et celle du président Maurice Yamnego. La RTB est un partenaire de l'ISSDH. Nous n'avons pas de raison pour ne pas associer franchement l'ISSDH à cette activité. Donc la RTB aura toujours le soutien de l'ISSDH. L'activité sportive était vraiment très bien organisée. Voilà, on a beaucoup transpiré et voilà, dans la joie, dans la convivialité.
Il boucle le circuit devant la porte de la nationale de l'image et du son et place à l'aérobic. C'est des moments qui nous manquent. Nous sommes toujours fourrés dans le travail entre les différentes salles de montage, de prise de son et autres, alors que c'est des moments comme ça qu'il nous faut aussi pour que nous puissions nous maintenir en bonne santé. Ça fait du plaisir, ça fait du bien, on respire bien, on se sent bien. C'est très important. Le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. C'est vrai qu'on a l'habitude de bouger, mais là c'est un effort continu. Et donc, comme disent les médecins que nous rencontrons, c'est bien de faire des efforts continus pendant au moins 30 minutes ou 1 heure. Là, c'est au rythme des sonorités musicales que les sportifs du jour sont tenus en haleine. On parle souvent d'un corps sain dans un esprit sain et on a souhaité faire ça, mais aussi pour fraterniser avec beaucoup d'écoles, mais aussi permettre aux téléspectateurs, vous voyez on fait ça au bord de la route. Tous ceux qui passent, ils ont un regard. Quand ils jettent un regard sur tous ces sportifs, ça ramène l'image de la RTB. Les activités sportives des journées portes ouvertes de la télévision nationale se poursuivent ce dimanche à partir de 16h sur le terrain de la primature avec le Maracana entre la team RTB et l'équipe de la Carrefour. Autre actualité dans ce journal, le Code du travail au Burkina Faso va-t-il subir un nouveau changement? Un avant-projet de loi portant Code du travail est en discussion depuis un moment dans le pays. Il suscite inquiétude chez les organisations syndicales qui voient d'un mauvais œil certaines dispositions. Mais le ministère en charge de la fonction publique et de la protection sociale est parvenu ce week-end à travers un atelier à réunir le consensus sur plusieurs points du texte, notamment celui concernant le travail temporaire, mais aussi les congés de maternité. Bernard Combelin, Maxime Zongo pour les explications. Vieux de plus d'une décennie, le Code du travail de 2008 était de plus en plus critiqué par les travailleurs. Une relecture s'imposait donc pour détendre l'atmosphère entre les différentes parties. Pour nous, il était question de parcourir tout le code dans toutes ses dispositions, en ce qui concerne même la conclusion des contrats, l'exécution des contrats, en ce qui concerne l'organisation du travail, la sécurité et la santé au travail et les négociations collectives. Nous avons regardé large pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que de part et d'autre, que ce soit côté employeur ou que ce soit côté employé, il y a des attentes par rapport à ce code. Au terme donc de 5 jours de débat, les lignes auront beaucoup bougé selon les participants. L'un des points de consensus, la durée du travail temporaire. En nous inspirant des conventions internationales, nous avons pu faire changer la position des travailleurs qui sont d'accord qu'il faut mieux cadrer le travail temporaire au niveau du code du travail. Dans le code 2008, il était possible de renouveler le contrat à durée déterminée à souhait, quitte à ce qu'un juge puisse dire que c'est illégal. Aujourd'hui, avec la proposition qui a été faite, nous avons pu faire des pas avec le patronat pour dire que l'on ne peut conclure que 3 fois seulement un contrat à durée déterminée avec la même entreprise et renouveler 2 fois seulement. Si on dépasse ça, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée. Autre innovation, le télétravail rendu possible avec le Covid-19 qui a nécessité l'introduction de notions nouvelles. Le congé de maternité qui était de 14 semaines passe lui aussi à 15 jours. Prochaine étape, l'exécutif puis l'Assemblée nationale. Dans ce journal, une question, peut-on s'abstenir de boire et de manger du lever du soleil au coucher du soleil et être efficace au travail? Le manque d'apport nutritionnel et d'eau n'a-t-il pas des conséquences sur la santé et entraînant une baisse de la productivité? Au motif de pratiquer le jeûne de Ramadan, certains salariés musulmans ont du mal à respecter les heures de service. Mais que dit l'islam à propos de ces comportements? Une de nos équipes est allée poser la question à un imam. La réponse avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. Concilier jeûne et vie d'employé est un exercice souvent difficile pour les jeûneurs musulmans en ce mois de Ramadan. Passer plusieurs heures par jour sans manger ni boire tout en étant productif dans son service nécessite un effort considérable. Et au motif de sa pratique religieuse, un employé ne peut aucunement décider de ne pas accomplir son devoir. Jeûner et devenir laxiste au travail.
jeûner et arriver en retard et quitter tôt le service. Ce n'est pas la meilleure attitude. Je dis, le jeûne nous éduque à être meilleurs et à donner le meilleur de nous. On se rappelle que Badr, la bataille de Badr, s'est passée pendant un mois de Ramadan. La bataille de Badr, les musulmans étaient 3 fois en nombre inférieur par rapport au camp ennemi. Et les musulmans étaient moins armés parce qu'ils n'étaient pas allés pour faire une bataille. Ils ont dû affronter des gens qui étaient en surnombre et qui étaient mieux armés, mieux équipés, mais Allah leur a donné la victoire par leur abnégation. Le musulman, parce qu'il est en état de jeûne, il donne le meilleur de lui-même, parce que c'est ce que lui recommande le jeûne. Bien accompli donc son devoir au service cumulé aux jeunes musulmans est une double bénédiction pour celui qui le pratique, ajoute l'imam Inoussa Compaoré. Et pour ceux qui doivent accomplir des tâches ardues, il est conseillé de prendre certaines précautions. Qu'ils ne se mettent pas de manière expresse sous le soleil. S'il a des travaux à faire qui engendrent tellement de fatigue, de sueur, qu'il le fasse le plus tôt possible, très tôt le matin, de sorte à pouvoir se mettre à l'ombre. Et parce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas l'endurance que je peux supporter, ce n'est pas ça qui est recherché. C'est une éducation et un diplôme à prendre à la fin. C'est ça l'objectif, c'est ça la finalité. Mais que dire des personnes qui désertent les lieux de service en prétextant les heures de prière? Sur la question, Imam Compaoré se veut on ne peut plus clair. Il y en a qui comprennent mal les heures de la prière. La prière, ce n'est pas un point déterminé. La prière, c'est un intervalle de temps. Au lieu de laisser également le service et avoir des difficultés avec ses supérieurs, le musulman peut respecter son temps de service et au sortir de son service, parce qu'il est toujours dans l'intervalle du travail, de la prière, il exécute cette prière en ce moment. Faire de l'exercice d'un travail difficile une excuse pour ne pas jeûner n'est donc pas permis. Mais pour l'imam Compaoré, un jeûneur qui se sent mal au cours de la journée peut rompre son jeûne. Après le ramadan, cette personne pourra compenser. De l'eau, il en faut pour rompre le jeûne de Ramadan parce que l'eau est essentielle pour la vie. Et dans le Sanguier, les engagements nationaux et programmes d'urgence viennent de réaliser des forages dans 3 villages de la commune de Didir. Chacun de ces villages a pu bénéficier d'un forage équipé de pompes à motricité humaine, des ouvrages d'accès à l'eau potable qui vont soulager les populations, surtout les femmes obligées de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Rasmane Zundi, Maxime Zongo. L'eau, c'est la vie et cette denrée vitale qui faisait défaut dans 3 localités de la commune de Didir, province du Sanguier, vient de trouver solution grâce aux engagements nationaux. C'est des besoins exprimés par les populations, par les responsables de ces villages, et qui ont été transmis au président du FASO, qui a donné des instructions au secrétariat permanent des engagements nationaux pour réaliser ces infrastructures-là. Elles sont importantes parce que chacune de ces infrastructures coûte autour de 6 500 000. Et donc, tout ce que nous souhaitons, effectivement, parce que c'est des préoccupations de la population, que les comités de gestion qui vont être mis en place puissent s'activer pour en faire le meilleur usage possible. Les populations de Baguéa, Lapiou et Ladiou qui étaient obligées de se ravitailler au niveau des points d'eau de fortune aux qualités douteuses ont donc désormais de l'eau en quantité et en qualité grâce à des forages de grande capacité. C'est vraiment une grande satisfaction qui est vraiment dépassée. Parce que la voix d'un an, nous discutons, ce forage-là n'est pas seulement pour nous. Quelqu'un qui m'a dit, même les mouches viendront boire. C'est vrai. Il y a l'autre qui a dit, Génie même du village va venir boire l'eau là. Donc, c'est pour vous dire que la base que vous avez commencé, c'est très bien. Si ces infrastructures sont venues soulager les bénéficiaires, elles sont encore nombreuses les difficultés qui plombent le quotidien de ces populations. Au nombre de ces entraves, l'état des routes, des préoccupations qui ont fait l'objet de doléances adressées aux plus hautes autorités à travers le chef de la délégation, le directeur de cabinet de la présidence du FASO.
Un coup d'accélérateur pour la filière bétail à partir de Yako dans la province du Passoré. Il s'agit d'un marché à bétail de 138 millions réalisé dans le cadre du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Le marché fonctionne depuis janvier, mais le lancement officiel est intervenu ce 13 avril en présence de Boukari Ouedraogo et de Karim Bitienga. Daouda marchande avec ses clients. Salif et Amadou veulent l'acheter ce mouton. Ils proposent 45 000 francs CFA, mais Daouda campe sur 50 000 francs. Faute d'accord, les clients décident de s'en aller. Le vendeur hésite, les rappelle et conclut le marché. Les scènes du genre se répètent partout sur ce nouveau marché à bétail de Yako. Un nouveau marché avec des avantages et des inconvénients, explique Daouda. Si on amène nos animaux, on peut les garder, même on peut les laisser aller payer de l'eau. Et puis il y a de l'eau, il y a aussi des places d'herbe qu'on peut les donner. Mais pour le moment là, c'est loin dans ville. Il n'y a plus de marché comme avant là. Fonctionnel depuis 4 mois, certains acteurs de la filière bétail traînent encore à rejoindre le site. En attendant, Daouda est là. Et pendant cette tractation avec ses clients, le ministre des Ressources halieutiques arrive. Il lance officiellement les activités et insiste. Rejoindre ce marché est à l'avantage de tous. On ne peut pas se développer en dehors de ces infrastructures, voilà, parce qu'ils communiquent entre eux, ils échangent entre eux et constituent des coopératives de sorte à rendre plus professionnelle en tout cas leur activité. Parce que de façon individuelle, vous ne pouvez pas avoir un apport et un soutien de l'État. Alors que là, ils sont dans une structure organisée, le COGES, ils sont dans un lieu sécurisé où les animaux ne peuvent pas non plus s'échapper. Ce marché à bétail de Yako est une réalisation du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. 138 millions de francs CFA sont déboursés pour sa construction. En plus de ce marché, le PCESA a réalisé un comptoir d'oignons et 2 magasins de stockage de niébé dans la ville de Yako. Et puis, Naviel Gané est un village situé à quelques kilomètres de Diebougou. Son marché attire des commerçants de toute la région du sud-ouest pour principalement les légumes et fruits ainsi que les céréales. Fait marché à un propriétaire et la tenue du marché tous les 5 jours amène la mairie à récolter des taxes. Ces taxes sont réparties entre la mairie et le propriétaire fondateur. Mais malgré tout, le marché de Naviel Guéné est l'un des plus rentables de la commune de Diebougou. Lambert Soma, Elvis Tuina se place à Gawa pour les détails. Tous les 5 jours, le marché de Naviel-Gan dans la commune de Diebougou attire du beau monde. Commerçants, producteurs maraîchers, bouchers, population du village, chacun y vient en fonction de son centre d'intérêt. J'ai commencé à fréquenter le marché de Naviel-Gan, ça fait 23 ans. Je viens acheter les légumes pour les revendre. Avant, je parcourais plusieurs localités, mais maintenant, je préfère venir ici. C'est plus court et on emprunte facilement. Les commerçants qui fréquentent ce marché viennent de divers horizons de la région du sud-ouest et parfois même au-delà. Le marché de Naviel-Gan est compartimenté en plusieurs blocs. On peut citer entre autres la boucherie et la volaille, la restauration, le bloc des cabarets, les légumes de tout genre ainsi que les céréales attirent plus la clientèle. Le marché se tient à un certain moment, voilà, mais comme ce n'est pas régulier, ça ne nous permet pas en réalité d'écouler tous nos produits. Voilà, donc ce qui fait qu'on est obligé de se déplacer pour aller ailleurs et pouvoir faire l'écoulement. La particularité du marché de Naviel-Gan est qu'il est la propriété exclusive d'une personne. Sa création a une origine bien particulière. L'ouverture de ce marché est très importante pour moi. Je mettais des enfants au monde, mais ils mouraient tous. C'est après une consultation auprès des fétiches que les ancêtres m'ont ordonné d'ouvrir ce marché. Depuis lors, j'ai plusieurs enfants. Les taxes collectées sont réparties entre la municipalité et le propriétaire du marché. Honorer le fétiche du marché, veiller à sa prospérité et éviter les vols sur le site, c'est ce que le fondateur du marché fait avec les sommes qui lui sont réversées. Chaque mois,
nous avons 6 marchés. Donc la mairie et le propriétaire encaissent 3 marchés chacun. Les recettes de ce jour sont pour le propriétaire du marché. Celui qui a installé le marché, il a des sacrifices à faire. La mairie est donc venue s'associer à lui. Selon le maire de la commune de Diebougou, le marché de Navielgane est l'un des plus importants de la commune. En dehors du marché de Diebougou, c'est le marché de Navielgane qui apporte la collecte la plus importante, autour de 800 000. Est-ce que selon vous, quand vous voyez un marché aussi animé, est-ce qu'un seul collecteur peut rapporter quelque chose? Donc cette année, nous avons envisagé de nommer un collecteur ajouté pour que ça leur permette de mailler suffisamment le marché. Après les achats, c'est autour des calebasses de dolo accompagnées de viande de porc que les habitants de Navielgane se retrouvent, question de partager des moments de convivialité. Autre actualité dans ce journal, c'est à Ziniaré que se tiendra du 22 au 28 octobre prochain la 3e édition du Salon régional de l'artisanat. En prélude à cet événement, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao a organisé ce jeudi 15 avril une rencontre d'information et d'échange avec les artisans de la région du Plateau central. Le point avec Estelle Judith Assogba. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, édition 2020, étant annulé pour raison de la maladie à coronavirus, le regard des artisans burkinabés est tourné vers le Sahara, le Salon régional de l'artisanat. La 3e édition du Sahara aura bel et bien lieu à Ziniaré, foi de la ministre déléguée chargée de l'artisanat. Selon Louise Ango, l'artisanat est le 3e secteur pourvoyeur d'emploi au Burkina Faso après l'agriculture et l'élevage. Le secteur occupe plus de 2 millions de personnes et contribue pour près de 30% à la formation du produit intérieur brut. Et ce grand rendez-vous des acteurs du monde de l'artisanat se tiendra du 22 au 28 octobre prochain sous le thème « Développement de l'artisanat dans les régions, facteur de résilience des populations, de création d'emplois et de revenus ». Ce salon réunira les artisans de la région haute et ceux des régions voisines. Il est prévu à cet effet une exposition vente de produits de l'artisanat burkinabé et africain. Une compétition entre les artisans et les plus méritants seront primés. Des rencontres professionnelles, des animations culturelles et artistiques sont aussi inscrits au programme de cette 3e édition. On en vient maintenant au parcours de ce Burkinabé qui a réussi dans les affaires au Congo. Parti de rien, Lassina Ouattara est aujourd'hui un homme d'affaires prospère au pays de Marianne Gwabi. Il exerce entre autres dans les domaines du bâtiment, la quincaillerie, l'industrie légère, le consulting et le transport. Son portrait avec Olopoda. À l'état civil, il se nomme Lassina Ouattara. L'homme a le sens des affaires et est l'un des Burkinabés qui s'est fait un nom dans le monde des affaires ici au Congo. Se battre contre toutes sortes d'adversités et se hisser au firmament, c'est l'objectif que s'est fixé ce jeune Burkinabé lorsqu'il débarquait à Brazzaville en 2002. J'ai été blanchisseur, j'ai été plongeur dans les restaurants de fortune. J'ai même dormi dehors parce que je n'avais pas de quoi prendre une maison. J'ai été docker aussi au port et à la gare de Brazzaville ici, juste pour me battre. De petits boulots au petit commerce, l'aventurier à la vision claire est aujourd'hui un chef d'entreprise en République du Congo. Et c'est en 2003 que tout change pour cet homme qui a su bâtir un capital confiance entre ses fournisseurs et lui. Un Sénégalais m'a avalisé auprès d'un fournisseur pakistanais. Ce fournisseur pakistanais-là, quand je lui ai dit que je suis burkinabé, il ne connaît pas. J'ai dit non, je viens du pays de Thomas Sankara. Il dit oui, well, that is good. Ça m'a permis, ils m'ont donné 4 conteneurs de lait de 40 pieds à vendre. Je me suis fait, en tout cas, un bénéfice considérable de l'ordre de 50 millions après la vente de ces 4 conteneurs de 40 pieds. Et puis bon, à partir de là, j'ai lancé mes activités. Aujourd'hui, l'homme d'affaires embrasse plusieurs domaines d'activité, notamment les BTP, l'industrie, l'immobilier, la quincaillerie et le consulting.
En temps plein, je peux parler de 80 à 100 personnes d'emploi fixe. Mais si je tiens compte des contractuels et des temporaires, lorsque nous avions assez de marchés, ça peut aller à 200, 300, ça dépend du volume d'activité que nous avions. Mais de façon permanente, on peut parler de 200 personnes. Oui. Mon patron, il est honnête, il est intègre, il a des principes et à ses côtés, nous apprenons aussi et nous nous formons à devenir des employés modernes ou des responsables modernes et des entrepreneurs modernes aussi. Je suis juriste de formation. Avec M. Ouattara, j'apprends le management, comment gérer une entreprise, comment gérer la relation client. Bien intégré en République du Congo, avec une assise dans le monde des affaires, le natif de Bobo-Dioulasso pense déjà investir au pays qu'il a vu naître. J'investis dans l'immobilier au Burkina. J'ai acquis un terrain de 4000 m² dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso pour faire de la transformation des produits agroalimentaires. Patriote et ambitieux, Lassina Ouattara pense que demain sera encore meilleur car de nouveaux défis restent à être relevés pour assurer un plus grand rayonnement à ces entreprises. En santé, l'association des hémophiles du Burkina Faso a commémoré ce 17 avril à Ouagadougou la journée mondiale de l'hémophilie. Une personne sur 5000 dans le monde souffre d'hémophilie et selon les estimations, il devrait y avoir plus de 1400 hémophiles au Burkina Faso. Qu'est-ce que l'hémophilie et quel type de prise en charge de la maladie est-il disponible au Burkina? Ce sont des informations fournies au cours d'une conférence de presse organisée à l'occasion de cette célébration. Daouda Ouattara, Oumou Sissé. Abdul Karim est atteint d'hémophilie depuis l'âge de 10 ans. En cas de blessure, son sang ne peut pas se coaguler. Son mal est incurable. Comme beaucoup d'autres personnes dans cette salle atteintes d'hémophilie, son quotidien n'était pas comme celui des autres enfants de son âge. Il y a eu des accidents parce que vous savez que cette maladie, quand on est enfant, c'est compliqué. Au niveau des articulations, vraiment, beaucoup étaient affectés. Le quotidien de mon enfant, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un enfant. C'est vrai, il joue de ses facultés comme tout le monde, mais en réalité, il n'est pas comme tout le monde. Puisque même pour les jeux comme le football et autres, là, il ne doit pas participer. Il suffit de jouer au ballon et pour un petit choc là, et il peut rester à la maison pendant 1 semaine ou 2 semaines, voire même plus que ça. Au Burkina Faso, environ 1400 personnes sont atteintes de cette maladie, mais seuls 113 bénéficient d'une prise en charge. Ce n'est pas donc le biais de l'association que nous avons adhéré donc la Fédération mondiale en 2016. Et avec cette adhésion-là, nous bénéficions des facteurs pour traiter nos hémophiles. Et aussi nos professionnels de la santé ont bénéficié de beaucoup de formations. Cette rencontre est une occasion pour l'association de lancer un cri de cœur. Elle demande plus d'accompagnement aux autorités burkinabées pour une meilleure prise en charge des hémophiles du Burkina Faso. Yacouba Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez suivi ce journal de bout en bout avec moi et c'est à l'occasion des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Une fenêtre retour à l'écran. On va suivre un extrait d'un de vos journaux il y a une trentaine d'années et ensuite on revient sur ce plateau. À la régie. Camarades téléspectateurs, bonsoir. Au sommaire ce soir, vous le savez, c'est l'importante déclaration faite hier par le président du Front populaire à l'endroit du peuple burkinabé. Ce soir donc, nous reviendrons sur l'essentiel de cette déclaration. Il sera également question au cours de ce journal de l'ouverture de la 24e conférence générale de l'UNESCO et de la grande crise qui a secoué le monde international des finances. C'était hier. Voilà donc un extrait d'un de vos journaux de 1900... Ça vous rajeunit. Oui, on le comprend. À l'époque, c'était camarade. Donc... Oui, c'était camarade. C'était camarade. C'était toujours les relents de la révolution.
C'était après le 15 octobre. Mais moi, j'avoue que j'ai commencé à présenter avant. J'ai présenté avant. Et puis après, c'est devenu monsieur. Voilà. Oui, et dans le cadre de cette fenêtre retour à l'écran, j'ai souhaité que vous co-présentiez cette édition avec moi et vous avez estimé que... Oui, je ne souhaite pas présenter. Je ne souhaite pas présenter parce que je ne suis pas un présentateur du 20h. Moi, je suis né avec le Midi Magazine. Le Midi Magazine a été créé en 90 avec Juliette Bonkongo, qui m'a confié la présentation de cette édition. Et donc, je suis né à 13h et j'ai grandi avec le Midi Magazine. Je ne souhaite pas trahir, n'est-ce pas, le Midi Magazine. Par ailleurs, quand on monte sur le plateau, comme on le dit dans notre jargon, c'est pour boxer. Je ne sais pas si, avec mon âge, je peux toujours boxer. Ça, je ne le sais pas. Et puis, je suis les réseaux sociaux depuis le début de vos portes ouvertes. Je vois que les gens ont tendance à comparer. Oui, la vieille génération était meilleure, ainsi de suite. Non, je trouve que vous faites bien votre travail. Chaque génération a son époque. Voilà. Un peu comme Franck Fanon le dit, chaque génération a sa part de mission à remplir, voilà. Ou la trahir. Ou la trahir. Et aujourd'hui, vous avez été reporter, vous avez été rédacteur en chef, vous avez été directeur de la télévision, DG de la RTB, et aujourd'hui vous êtes à la retraite et vous êtes investi dans la formation. Donc pour vous, ce rôle de passeur vous sied pour préparer la relève. Oui, actuellement, effectivement, mon dada, c'est la formation. Je suis au niveau de certaines universités de la place et je forme en technique de traitement de l'information en télé. Il faut dire qu'au niveau de l'ISTIC, si je prends l'exemple de l'ISTIC, nous formons surtout des GRI, des journalistes reporters d'images. Ce que nous essayons de faire aussi, c'est de mettre l'accent sur certaines approches techniques du traitement de l'information. Vous savez, il y a certains mots qui sont en fait des opportunités. Si je prends, nous vivons une époque de Covid, voilà, où il est difficile de recevoir 5 personnes dans ce studio. Qu'est-ce qui nous empêche? Vous aurez pu m'inviter depuis chez moi avec l'application Zoom, avec, je ne sais pas moi, Skype. Je serais resté chez moi et puis bon, il n'y aurait pas de proximité, de promiscuité, ainsi de suite. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'on met l'accent. Mais ce que je regrette... Donc, l'évolution qui entraîne une nouvelle pratique des métiers de l'information. Oui, il y a des situations qui sont difficiles, mais qui se présentent comme des opportunités. Pour moi, la période du Covid, c'est une opportunité. Ça permet à certaines institutions, genre la télé, quand je vois ce qui se passe au niveau des matchs de football à l'international, ça me rend malade. Vous voyez, quand vous regardez le championnat espagnol, le championnat anglais, on remplace le public par des pixels d'image, on importe même le son, et ça devient du mensonge. C'est différent quand vous regardez le catch. Là, les téléspectateurs, le public est connecté. Ce sont des leçons pour nous, ce sont des choses que nous devons exploiter, n'est-ce pas, pour avancer. C'est pourquoi je dis que certains mots, en fait, sont des opportunités. Et en tant que passeur, vous vous êtes mis aussi à la plume. Après Gassé Gallo, nous avons, madame, monsieur, bonsoir, nous avons d'autres productions littéraires aujourd'hui à votre acquis. Oui, mon dernier, c'est sur madame Sarambéré. Itinéraire et leçon de vie d'une femme debout. Et ça, je l'ai fait à l'occasion du 50e du FESPACO, dont j'étais le président du comité d'organisation, parce que cette dame-là, elle mérite ça. Voilà, elle mérite ça. D'ailleurs, il faut dire que ce métier, notre métier, se féminise de plus en plus. Moi, je tiens à l'ISTIC, une classe d'une 30aine d'étudiants, je dirais que le tiers sont des filles.
Idem pour aux nouvelles. Ce métier est en train de se féminiser. Et ce que je regrette, c'est que nous sommes en train de sous-exploiter nos langues. Voilà. Il faut que nous formions. Le journalisme est une technique. Et cette technique n'appartient pas aux Français exclusivement, ça n'appartient pas aux Anglais. Nous sommes là. Nous présentons le journal. Vous présentez le journal en français. À Paris, on ne présente pas le journal en moré. En Angleterre, on ne présente pas le journal en full day. La domination commence par là. Voilà. C'est Rousseau qui a dit, pour emboîter tes pas, que toute langue que le peuple parle et qui n'est pas sa langue est une langue de domination. Est-ce que nous sommes dominés? Je vous pose la question. Donc il faut que nous mettions l'accent en matière de formation sur nos langues. Oui, et certainement que vous avez tutoyé le plateau de la télévision pour les éditions du journal. Mais qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? Du bon, du moins bon. Je commence par lequel? On commence par le moins bon. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Le pire de mes souvenirs que je garde, que je vais emporter avec moi, peut-être dans ma tombe, c'est le reportage que j'ai fait en 1985 sur le front nord, à Waïgouya, lors du conflit entre le Mali et le Burkina. C'était après le deuxième bombardement. Et nous nous sommes arrivés... Et là, le Burkina Faso était en conflit avec le Mali. Oui, le Burkina était en conflit avec le Mali. Voilà, un conflit armé. Et moi, j'ai été envoyé par mon directeur à l'époque, Roger Nikema, à Waïgouya, pour rendre compte de ce qui se passe là-bas. Et j'ai vu des choses qui ne sont pas bien, que je garde avec moi. Du reste, vous êtes revenu là-dessus dans Gasségalo. Oui. Et ce qui vous a... Oui, ce qui m'a... Mon meilleur souvenir, c'est l'entretien que j'ai eu avec Nelson Mandela. Une semaine seulement, après sa sortie de prison. J'étais parmi les premiers journalistes à interviewer Nelson Mandela. Ça aussi, c'est le bon côté que je retiens. Merci à vous, Yacouba Traoré. Certainement que tout cela fera l'objet d'autres productions littéraires. J'espère. Le vin se bonifie avec le temps. C'est la définition de ce métier. Merci d'être venu. Merci pour ces moments de plaisir, ces moments de bonheur. Et que vous avez servi aux téléspectateurs. Étant jeune, à l'époque, on vous suivait avec beaucoup de bonheur et peut-être que vous nous avez inspiré pour ce métier. Merci. Merci à vous et merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette édition et à bientôt pour d'autres éditions. Au revoir.